féminin pluriel, tandis que vous, Régine Deforge, vous saluez la verdeur et la liberté de ton des écrivaines érotiques actuelles. Alors ne pensez-vous pas au contraire que ce qui fait la différence, l'idée serait d'essayer de cerner les spécificités de l'érotisme littéraire féminin? Est-ce que finalement l'érotisme littéraire féminin n'est pas riche du fait qu'il cumule des traditions différentes, une tradition amoureuse, un registre amoureux, et les acquis érotiques? N'y aurait-il pas au contraire dans l'érotisme littéraire féminin actuel des traces de l'ancienne complicité des femmes avec le registre amoureux? Je pense par exemple à Nina Reyes, où les ressources de l'art d'aimer sont mises au service de l'érotisme. Je pense à Françoise Rey, à La femme de papier, où l'histoire érotique débouche finalement sur l'amour qui est le grand tabou qui pèse sur le livre et qui finalement est révélé à la fin du récit. Alors est-ce qu'on ne peut pas penser que la valeur ajoutée finalement de l'érotisme littéraire féminin réside dans cette conciliation après une longue période historique où les femmes étaient surtout complices du domaine amoureux au détriment de l'exploration parfois de leur propre érotisme? La question est un peu longue. Merci, Régine. Je ne suis pas absolument certain d'être le plus compétent pour parler de l'érotisme au féminin en particulier. Non, je ne sais pas, j'ai beaucoup lu de littérature érotique. Régine d'ailleurs m'a demandé en 1990, je crois, de bien vouloir regarder un siècle de littérature érotique en France et de faire une sorte de sélection qu'elle a publiée sous le titre Affinité licencieuse en 1991, je crois. Et donc j'ai lu cette fois de manière, j'allais dire, plus systématique. J'ai essayé de lire le maximum de choses. J'en avais beaucoup lu par intérêt, par goût, par curiosité, à partir de l'adolescence, enfin comme je pense peut-être un certain nombre d'entre nous, ou la plupart, je ne sais pas. Mais je n'avais pas fait une lecture systématique. Et en lisant de manière presque méthodique et systématique, je ne suis pas sûr que le résultat de mes lectures, dont j'ai essayé de rendre compte là, dans ces affinités, j'ai en fait essayé de montrer tout ce qui me touchait, tout ce à quoi j'étais sensible dans les différents univers érotiques, masculins et féminins, homosexuels ou non, homosexuels masculins ou féminins, hétérosexuels, etc. Bon. Et je serais absolument incapable, enfin, d'arriver à la conclusion que tu fais, c'est-à-dire que l'hypothèse, pardon. Je crois qu'il y a à peu près autant d'expressions érotiques qu'il y a d'expressions littéraires en général, qu'il y a pratiquement autant d'univers érotiques qu'il y a d'univers littéraires. Alors l'univers érotique littéraire, c'est la même chose, c'est quand même chaque fois une découverte, c'est chaque fois... Les femmes reviennent de loin. Alors les femmes reviennent de loin, oui et non, enfin il y a eu des femmes admirables, enfin je sais pas, je pense à Louise Lappé, ou enfin qui avait une sorte de sensualité, c'était à proprement parler de la littérature érotique, mais là encore c'est à Régine d'en parler. Régine vient de publier une anthologie dans laquelle qui je crois est d'ailleurs à côté dans le hall. Donc c'est vraiment Régine qui est la spécialiste, mais je suis finalement, alors peut-être parce que je suis un garçon, incapable vraiment de faire une distinction entre un érotisme ou une expression de la littérature érotique qui serait typiquement masculine, typiquement féminine. Voilà, alors bien sûr c'est une victoire, bien sûr aujourd'hui les femmes s'expriment plus librement, de même qu'elles vivent fort heureusement plus librement aussi dans leur corps, bien sûr que tout ça est lié. Je pense aussi qu'elles ont une expression, on le voit aujourd'hui dans la production littéraire contemporaine féminine, qui est très importante, comme tu l'as dit, Régine l'a dit aussi. Elles sont plus intéressantes que les hommes, je trouve, d'une certaine façon, parce qu'elles reproduisent moins les clichés. Elles sont quelquefois plus transgressives. Sans doute, Régine, pour ce qui est du XXe siècle, a été l'une des premières, en tout cas, à être à ce point transgressive dans des registres différents. Parce que Pauline Réarge, par exemple, ou enfin, évidemment, on est dans la transgression, mais d'abord c'est une.
Régine a, me semble-t-il, vous me direz si c'est pas le cas, mais une approche, j'allais dire, beaucoup plus ludique. C'est-à-dire c'est une situation, puis une autre, et on est quand même dans le jeu. Voilà. Et ça, c'est le signe d'une distance, c'est le signe d'une liberté, formidable liberté, que de pouvoir prendre une distance que Pauline Réage n'avait pas, je crois. Excusez-moi. La musique de transition. Et c'est vrai qu'en ce qui concerne Histoire d'eau, enfin Pauline Réage s'est reposée sur de nombreux clichés des représentations masculines, mais dans une attention que l'on pourrait qualifier de féminine, dans la mesure où, pour retenir l'attention de son amant, O agit un peu comme Scheherazade. Pauline Réage agit un peu comme Scheherazade en racontant une histoire à l'attention de l'être aimé, un l'être unique. Elle s'adresse au départ à un seul homme. Et donc les ressources de l'art érotique sont mises au service de l'art d'aimer dans Histoire d'eau. Qu'en pensez-vous, Régine? Oh bah oui, vous avez tout à fait raison. Histoire d'eau a été écrite par Jean Paulhan. C'est une forme de déclaration d'amour. Il est évident qu'elle titille les fantasmes de Paulhan, ce qui arrive à O. Ça faisait partie des rêves érotiques de Paulhan. Donc là, c'est proche de l'univers érotique masculin tel qu'elle peut le connaître. Et dans votre combat en faveur de la liberté d'expression, dans votre combat d'éditrice, est-ce que parfois, je vais reposer une question que je vous ai déjà posée, mais que j'aimerais en faire bénéficier le public, est-ce que vous n'avez pas été dérangée en tant que femme face à certaines œuvres de l'érotisme noir, où la femme est quand même maltraitée, où elle est l'objet du plaisir, du désir et du plaisir des hommes? Moi, ça ne me gêne pas, ça ne me gêne pas du tout. Encore une fois, on est dans le roman, hein. On n'est pas dans la réalité. Donc, quand dans un roman, on fait subir différents sévices à des dames qui sont consentantes, je ne vois pas là où est le problème. Le problème, c'est quand les gens ne sont pas d'accord. Mais là, par exemple, il y a un livre que j'avais publié de Pierre-Louis qui s'appelait Les trois filles de leur mère, dans lequel la plus jeune avait 12 ans, impubliable maintenant. Alors ça a été publié ici en livre de poche. Donc c'est vrai qu'on a tous nos limites dans la pornographie. Ce qui vous trouble peut me dégoûter et inversement. Il n'y a pas de règle dans ce domaine. Oui, bah, c'est trop facile. C'est trop facile. Ça donne, on dit aussi que c'est l'érotisme des pauvres. Alors vous voyez le mépris. Hein. Donc moi je ne suis pas du tout d'accord. Un livre érotique est là pour troubler le lecteur. Il trouble son auteur d'abord. Il trouble le lecteur ensuite. Si le lecteur n'est pas troublé, ça veut dire que l'auteur a mal fait son travail. Alors j'aimerais maintenant qu'on aborde un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, c'est-à-dire la censure et la liberté d'expression. Alors vous avez pris la défense de Julien Sandre. Julien Sandre, en 1988, avait envoyé un poème érotique à une revue belge. Et suite à cet envoi, et d'ailleurs le poème érotique n'a pas été publié, votre appartement a été perquisitionné et vous avez été donc poursuivi. Et Régine Deforges, vous avez donc préfacé ce poème à la splendeur abandonnée. Alors selon vous, Régine Deforges, la censure attise, au contraire, elle déclenche la curiosité. C'est la censure qui rend le crime attrayant, la prohibition qui encourage le trafic sans le tarir. Alors j'aimerais savoir quelles sont, selon vous, je m'adresse à vous deux, quelles sont selon vous les nouvelles formes de la censure aujourd'hui? Est-ce qu'elle est belle selon vous, la liberté d'expression en 2009? Elle est toujours menacée. Les lois subsistent pour interdire des livres et des journaux. Enfin, il ne faut quand même pas se plaindre, dans un pays comme la France, la liberté d'expression existe bel et bien. Ce qui est plus grave, c'est qu'on assiste à des manifestations d'autocensure de la part de certains journalistes, de certains écrivains, de certains présentateurs de télévision. Comme je disais tout à l'heure, il y a des sketchs de Coluche qui sont impensables à passer à la télévision. La même chose pour Pierre Desproges. Il serait accusé d'antisémitisme, de racisme, de misogynie, etc. Donc, il convient d'être toujours vigilant.
Et je pense en effet que la censure s'exprime, enfin qu'elle est là, mais qu'elle s'exprime de manière moins frontale. C'est-à-dire que, en effet, aujourd'hui, enfin moi je suis le dernier écrivain, et j'espère être l'ultime écrivain d'ailleurs, à avoir été physiquement arrêté. C'est-à-dire on est venu chez moi et on m'a emmené de force, enfin bon. Ça ne s'est plus produit après. Mais il y a eu d'autres manifestations de la censure. Il y a des gens qui ont eu des difficultés. Je pense il y a quelques années à Nicolas Jones-Gorlin, par exemple, qui a été ennuyé quand il a écrit ce livre qui s'appelait Rose Bonbon, chez Gallimard, c'était un premier roman. Alors pour qui connaît Nicolas Jones-Gorlin comme personne, je peux vous assurer que s'il y a quelqu'un qui n'est pas transgressif ou subversif dans la vie, c'est bien lui. Simplement, il a essayé de se mettre dans la tête de quelque chose qui pour lui est abominable, enfin le plus abominable, le seul tabou pour lui, c'est-à-dire la position du pédophile. Il s'est dit, je vais essayer de comprendre comment ça marche, alors qu'il a le plus profond dégoût. Et alors, il a sans doute été très convaincant, parce que ce personnage qui dit « je » et pour lequel il a la plus grande aversion, a dû être suffisamment convaincant pour qu'on pense qu'il était ce personnage. Et on l'en a soupçonné, accusé. Ça l'a d'ailleurs profondément meurtri, puisque son intention était plutôt de dénoncer au contraire ça. Alors, la censure à ce moment-là, c'était tout de même... elle aurait pu s'exprimer de manière plus violente, mais bon, les temps avaient un peu changé. Charles Pasqua n'était plus ministre de l'Intérieur, moi c'est Charles Pasqua qui sévissait. Et donc simplement, on a décidé que ce livre serait vendu sous film, qu'il y aurait une mention interdit à la lecture aux mineurs, etc. Et on a demandé aux libraires de les mettre donc très en hauteur. Donc, alors, le scandale n'a pas vraiment fait vendre plus. On a parlé beaucoup de ce livre, mais il n'a pas tellement bien marché parce que, moi je peux vous dire, pour avoir été l'acheter dans une librairie, qu'on était regardé tellement bizarrement par la caissière qu'il fallait tout de même être très motivé. Bon. Alors, plus récemment, il est tout de même très troublant de voir que le dernier roman d'Alain Robbe-Grillet a été publié chez Fayard sous un blister extrêmement rigide, c'est-à-dire qu'il fallait un cutter pour l'enlever. On ne pouvait pas, c'est pas un film souple, un cutter pour l'enlever, et qu'ensuite les pages n'avaient pas été découpées, et que là encore, ça n'était pas non plus pré-découpé. Donc on passait 1h30 à défaire les pages, et en plus on abîmait le livre parce que c'était très mal fait. Donc on se retrouvait avec un truc en charpie. Alors, je raconte ça parce que tous les livres d'Alain Robbe-Grillet, et celui-là n'était pas du tout le plus érotique, ont été publiés sans jamais avoir aucun problème, sans jamais être sous blister, film, etc. Et c'est en 2000, je ne veux pas te dire de bêtises, 8, je pense, début 2008, que ce livre a été publié sous blister. Alors, c'est une censure dont on ne parle pas, qui ne dit pas son nom, etc. Et l'autre aspect de la censure, et j'en aurais terminé, pour ne pas être trop bavard, je raconte cette histoire, j'ai participé il n'y a pas très longtemps à un débat sur la censure avec Bernard Noël, qui m'expliquait que dans son dernier roman, un homme, qu'il a remis à son éditeur à l'état donc de manuscrit, un homme et une femme font l'amour sur la banquette arrière d'une 4L. Quand il a remis le manuscrit à l'éditeur, il faut savoir qu'aujourd'hui les éditeurs, quand vous êtes connu, ne lisent pas vos livres, enfin tout de suite. Ils vous font confiance parce que vous existez déjà comme auteur, mais ils l'envoient tout de suite au service juridique, qui vous le renvoie avec des petits machins surlignés. Bon. Et Bernard Noël m'explique que le service juridique de l'éditeur a surligné le passage en disant il faudrait enlever 4L, parce que Renaud risque de considérer que ça porte atteinte à son image, va attaquer la maison d'édition, ça va nous coûter très cher, donc est-ce que vous ne pourriez pas mettre sur le siège arrière d'une voiture? Alors, la censure, elle est là aussi, ça c'est une censure économique, c'est une censure dont on ne parle pas, mais c'est tout de même quelque chose qui porte atteinte à la liberté de création de l'auteur. Donc, à mon sens, ça relève de la censure. Et puis l'autocensure, Régine en a parlé, je connais des écrivains qui, par souci je ne sais pas, de bonne relation avec leur éditeur et avec la presse, pour qu'on parle de leur livre,
enlève finalement des passages en disant non, on va m'emmerder, j'ai pas envie, etc. J'enlève ce paragraphe, et ça c'est grave. Parce que ça veut dire qu'on intègre la censure, et ça veut donc dire qu'on capitule. Ça m'inquiète beaucoup. Est-ce que la liberté d'expression doit être défendue à n'importe quel prix? Je pense par exemple à certains chanteurs de rap actuels, où on ne peut pas guère parler de chansons, mais plutôt d'un chapelet d'insultes à l'intention d'une petite amie qui l'aurait quitté. Est-ce qu'on doit défendre la liberté d'expression au prix même du respect entre les filles et les garçons, entre les hommes et les femmes? Que penser de... Alors, moi, je vais dire un mot. Alors, la liberté d'expression à tout prix, pour ce qui me concerne, oui. Alors, naturellement que je suis choqué d'entendre des horreurs misogynes, mais je pense que le moyen d'éviter que ça se reproduise, ou de ne pas encourager ces choses-là, ne réside pas dans le fait de les interdire. Ça, je ne crois pas du tout que ce soit la solution. Peut-être je peux choquer ici des gens en vous avouant que je fais partie des gens qui, au début des années 90, se sont battus, ont manifesté, etc., pour qu'on laisse à la lecture dans les bibliothèques de la ville de Paris, donc accessible, Mein Kampf, non pas que je sois soupçonnable, je vous assure, pas le moins du monde, d'être favorable naturellement aux thèses qui sont défendues. Simplement, ce n'est pas en enlevant Mein Kampf, si on arrête de le lire ou de le laisser accessible, on oubliera cette horreur. On lui donne de l'importance. Oui, on lui donne de l'importance. On lui donne de l'importance et on oubliera. Et on va encourager, au fond, les thèses révisionnistes, enfin, les gens qui disent ça n'a pas existé, etc. Il faut que ce soit là, qu'on puisse le consulter, que ce soit librement accessible. Ces chansons dont vous parlez, personnellement, quand ça commence sur ma radio dans la voiture, je change tout de suite de chaîne. On n'est pas obligé d'écouter. De même que les livres pornographiques ou érotiques, on n'est pas obligé de les lire. Donc, je crois qu'il faut laisser chacun s'exprimer. Et que c'est par l'éducation, par la culture, c'est en éduquant le jeune garçon de banlieue qui écrit ce texte. C'est pas sa faute non plus. C'est aussi parce qu'il y a une défaillance du système éducatif. Il y a 1000 raisons. La solution n'est pas dans le fait de l'empêcher de chanter sa chanson, ça je ne crois pas. Sauf que vous avez suffisamment d'autonomie et de maturité pour changer de chaîne, si je puis dire. Enfin, alors que pour certains jeunes, ce sont des chanteurs qui sont pris pour modèle également. Donc, pour certains jeunes vulnérables, mais je ne crois pas que la solution soit l'interdit. D'accord, Est-ce que vous voulez rebondir là-dessus? Est-ce qu'il y a des questions qui à ce stade des échanges, peut-être vous pourriez-vous poser quelques questions? Oui, monsieur. Je crois qu'on a un petit peu marre du politiquement correct que vous défendez, a priori. A priori, ce sont les associations féministes qui ont, je dirais, hurlé sur Orelsan lorsque des gens représentatifs féministes disent tout pour un homme bien, c'est un type à qui on coupe les couilles, on n'entend pas ces mêmes associations féministes, je dirais, hurler. Alors bon, il faut peut-être faire la part des choses et laisser les gens s'exprimer et non pas... Alors vous parlez il n'y a plus de censure, mais il y a une autocensure. Et puis il y a un politiquement correct et une bien-pensance qui sont carrément étouffantes. Je crois qu'il faut le dire. Et étouffante pour qui? Étouffante pour un homme? Comment? Je dis étouffante pour qui? Étouffante pour un homme? Je ne sais pas si monsieur, vous avez quand même écouté Il me semble que nous ne sommes pas du côté du politiquement correct voilà, ce soir. moi, si On est plutôt dans la défense. Oui, Katia, allez-y. Sale con, gros connard et bâtard, vous allez faire des bons dîners. Ça s'adressera à moi, ça ne s'adressera pas à tous les hommes. Ça s'adresse à deux personnes, ça ne s'adresse pas forcément. Si à partir du moment où quelqu'un s'adresse à quelqu'un, on généralise, c'est vraiment du n'importe quoi. Je dirais une personne qui s'adresse à une personne, c'est pas forcément s'adresser à tous les hommes ou à toutes les femmes. Est-ce qu'il y aurait des questions, notamment sur l'érotisme littéraire, sur les mentions plus littéraires des choses? L'érotisme littéraire a un avenir pour la bonne raison que vous ne pouvez plus ouvrir un roman aujourd'hui
qu'il soit écrit par un homme ou par une femme, par un Français ou par un étranger, sans qu'il y ait des scènes érotiques qui, il y a quelques années, auraient fait interdire le livre. Donc, si vous voulez, je crois que les auteurs ne reculent plus maintenant devant la description des scènes érotiques et des moments amoureux qu'ils font vivre à leur héros. Donc, je pense qu'il y a de beaux jours. Ah ben ça, SAS, ça existe, si j'ose dire, depuis la nuit des temps. Moi, je les ai lus avidement pendant plusieurs années, puis j'ai un peu lâché parce que la sodomie à toutes les pages, la misogynie, le racisme, au bout d'un moment, j'ai pas diversifié. Moi, je ne crois pas que la femme soit l'avenir de l'homme. Hein. Attention, hein, je suis contre ce mot du poète. Les femmes ont à exister en tant qu'individus. Et c'est tout. Si ce sont des femmes, sont des hommes, etc. Ce qui est important, c'est que chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, puisse avoir sa propre expression, sa propre vie amoureuse, et justement de ne pas subir le politiquement correct et ni suivre à la lettre les prescriptions données dans les journaux féminins. Alors vous aimez les femmes fortes, vous l'avez écrit, vous aimez les femmes fortes. Et vous écrivez que les femmes et les hommes forts. Ce qui ne va pas forcément toujours de pair, parfois. Vous écrivez que les femmes sont en train de conquérir leur autorité, ce qui passe par la conquête du pouvoir. Alors ne craignez-vous pas un alignement aussi du féminin sur le masculin? Et la vie érotique ne va-t-elle pas s'en trouver profondément modifiée, dans la mesure, par exemple, où il devient plus difficile pour une femme, à la suite d'une journée mouvementée, et surtout lorsqu'il s'agit d'une femme de pouvoir, de s'abandonner amoureusement, surtout lorsque la femme obéit toute la journée à un impératif de maîtrise? Est-ce que ça risque pas de menacer finalement la vie érotique elle-même? Demandez à Rachida Dati ce qu'elle en pense. C'est la même que moi, elle vous répond. Alors, existe-t-il, selon vous, un érotisme de la maternité? On vient justement de parler de Rachida Dati, donc ça me permet de rebondir très heureusement sur ce sujet. Est-ce que, selon vous, il existe un érotisme? Parce qu'en fait, dans vos personnages féminins, vous ne mettez pas en scène, je ne crois pas, très peu de femmes enceintes. Contrairement à la conversation amoureuse d'Alice Fernet. Alice Fernet, vous aimez beaucoup? Moi, j'aime beaucoup ce que fait Alice Fernet. Moi, les femmes enceintes, j'ai été 3 fois. Je trouve ça tout à fait charmant. Je me suis beaucoup fait draguer pendant que j'étais enceinte. Donc je suppose qu'il y a des hommes qui trouvent ça très, très, très érotique. Mais moi, je dois dire que pour moi, ça ne l'était pas. Et j'avais pas envie d'aller faire des galipettes avec un autre monsieur que le père de l'enfant que je portais. Donc, j'ai pas envie. Ça ne m'excite pas. Ça ne m'exciterait pas d'écrire des choses avec des femmes enceintes. Est-ce que vous avez des questions? Oui, monsieur? Je parle comme ça. Il y a des femmes qui racontent ce qu'elles font. Et ça peut être... et c'est parfois très érotique. Et il y en a d'autres qui racontent peut-être le contraire ou quelque chose qui leur est très lointain. Il se trouve que Régine Defort, j'ai du mal à vous cerner. Tant mieux. Malgré vos livres, il y a eu un épisode d'Empreinte récemment qui vous était consacré, que j'ai bien aimé. D'ailleurs, je précise que ce documentaire a été réalisé par Julien Sandre et Annie Morillon. Régine Deforge, amoureuse et rebelle. Je fais donc un double compliment sans le savoir. J'ai appris certaines choses, mais il me semble que vous donnez souvent des signaux dans des directions différentes et j'ai un petit peu de mal à vous cerner. Alors par exemple, est-ce que votre vie sexuelle personnelle, pour autant que vous puissiez le dire, ressemble peu ou prou aux choses que vous avez racontées avec vos livres? Hélas non. Alors, Hélas non, je suis beaucoup plus sage que ce que j'ai pu écrire ou que ce que j'ai publié. Mais parce que vous savez, comme j'étais un éditeur érotique, moi je faisais peur aux hommes. Les hommes avaient l'impression que s'ils s'approchaient de moi, j'étais une professionnelle en quelque sorte. J'avais forcément fait tout ce que je racontais dans les bouquins.
Alors que moi j'étais à des années-lumière de ça. J'ai eu une vie amoureuse assez riche, mais encore une fois, pas assez. Auriez-vous eu une vie amoureuse normale? C'est Ah, quoi? on ne peut plus normal. Alors là, on ne peut plus normal. C'est quoi la normalité? Les fantasmes sont très sages. J'aimerais bien que vous arriviez à un certain âge pour parler de la vie érotique des personnes âgées. Ben, nous en parlions justement tout à l'heure. Nous en parlions tout à l'heure. C'est vrai que ça reste un sujet tabou. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que on rêve tous de la beauté de la jeunesse, de la beauté des corps. Moi, j'ai toujours mes parents, 97 et 95 ans, ils sont toujours amoureux. Hein, ils vivent ensemble. Ma petite poule fait attention, dit mon père à maman. Moi, ça m'amuse quand il lui parle comme ça. Donc, est-ce qu'ils ont une vie sexuelle? Je n'en sais rien. Hein, vraiment, alors là, ça ne me regarde pas. Mais si c'était le cas, j'en serais ravie pour eux. J'en serais vraiment très, très, très contente. D'autres questions? Il y a une question là. On remarque, oui, une question. Oui, oh, pardon, excusez-moi. Vous ne pensez pas que dans la vie actuelle, enfin, l'institution comme le mariage ne prédispose pas toujours à une vie érotique satisfaisante pour les femmes? Vous savez, moi, le mariage, je ne suis pas une fan du mariage. C'est pas tant du mariage d'ailleurs que de la vie quotidienne. C'est vrai que le quotidien d'un homme et d'une femme, ça ne prédispose pas toujours à une vie érotique. Quand vous avez travaillé toute la journée, vous, madame, vous, monsieur, vous n'avez pas forcément un esprit porté sur la gaudriole, et c'est dommage. Je pense que pour un couple, vivre une vie érotique heureuse, satisfaisante, j'allais dire, c'est presque un travail de tous les instants. C'est d'être attentif à l'autre, c'est d'être attentif à son désir, c'est de susciter ce désir. Au bout de 10 ans de mariage, vous êtes moins, comment dirais-je, épris, moins désirant qu'au début d'une relation. Au début d'une relation, vous faites l'amour 5 ou 6 fois par jour, 10 ans après, c'est beaucoup moins souvent. Je trouve qu'il y a quelque chose de générationnel aussi, parce que par exemple, la dame, par exemple, sous-entend qu'il y aurait une meilleure satisfaction sexuelle en couple ou en mariage. Alors que de ma génération à moi, on aurait plutôt à penser le contraire en fait. Parce que moi, j'ai 27 ans, et au final, moi, le couple de mes parents, c'est le divorce. Donc, à l'époque où ils ont divorcé, on était peut-être un enfant sur 30 à être issu de parents divorcés. Donc là, au final, ça devient tout à fait le contraire. C'est limite sur une classe de 30, il n'y aura qu'un seul qui aura encore des parents en couple. Et du coup, on ne voit pas l'image du mariage comme justement une sexualité satisfaisante. C'est plus une vie pépère. Et voilà, au contraire, une femme va plus s'épanouir en multipliant les partenaires, pas tous à la fois, hein, bien sûr, mais voilà. Après, c'est générationnel, je pense. Alors, dans un film récent avec Nathalie Baye, on voit une femme d'âge mûr qui s'offre les services d'un jeune homme, d'ailleurs marié, et prostituée. Et elle en tombe malgré elle amoureuse. Alors, comment expliquez-vous qu'il y ait plus d'hommes se prostituant pour des hommes qu'au profit des femmes? Est-ce en raison d'une domination masculine persistante? Ou est-ce que parce que les femmes sont moins tentées par une relation purement sexuelle médiatisée par l'argent? Comment expliquez-vous ce phénomène, Julien, peut-être? Je passe pour spécialiste de choses que... Mais... Non, mais je crois que là encore ça change. C'est-à-dire que, bon, moi je connais un certain nombre de Rachida Dati, il y en a plein des Rachida Dati. Et elles consomment justement cette sexualité-là. C'est-à-dire que... bien sûr. Elles font appel à des agents. Non, mais elles font appel. Moi, j'ai rencontré d'ailleurs, parce que ça m'intéresse beaucoup, ce genre de rapport, de nouveaux rapports tarifés m'intéressent.
C'est-à-dire qu'il s'agit d'une prostitution qui ne dit pas son nom. Une femme qui est seule, qui a consacré sa vie à sa carrière, qui a 40 ans, 45 ans, qui a réussi professionnellement, mais qui est encore une femme sans mari, sans enfant. Par exemple, ministre, mais pas seulement, PDG ça suffit, ou etc., n'est pas invitée au dîner parce qu'elle n'a pas quelqu'un qui l'accompagne. Simplement ça. Parce que pour faire le plan de table, c'est compliqué, les célibataires. Et puis en plus, une fille célibataire, si en plus elle est jolie, elle risque de piquer le mari de la dame qui l'invite, etc. Ça pose des tas de problèmes. Donc il y a pour ça des agences d'escort boy qui aujourd'hui se multiplient en tout cas dans les grandes villes. Et il arrive en effet, moi je connais 2 ou 3 cas, comme ce film le rencontre, mais si le film existe, c'est aussi, je crois, qu'il reflète quelque chose qui tombe amoureuse de l'escort boy. Donc je crois simplement que les femmes aujourd'hui ont le droit, sont encouragées ou quelquefois même obligées à faire ce que les hommes, dans les années, je ne sais pas, 50, etc., ils faisaient la même chose. Leurs femmes étaient à la maison avec les enfants et ils allaient au grand dîner avec une très jolie femme dont ils avaient quelquefois loué les services, directement ou indirectement. Mais enfin, Madame de Sachy, etc., ça date pas d'hier. Donc simplement, les femmes, aujourd'hui, ayant le même pouvoir que les hommes au travail, très certainement, peuvent aussi avoir le même pouvoir pour ce qui est de l'érotisme, de la vie sociale, de la sexualité. Et elles payent, ces hommes, voilà, comme un service, si vous voulez. Ce sont des prestations de service. Mais quelquefois, ça dérape, comme dans ce film, et on tombe amoureux. Que la femme retourne à l'amour, finalement. Oui. Mais enfin, les prostituées, exactement, poser la question, enfin, rencontrer les prostituées, poser leur des questions, c'est très intéressant aussi, et vous apercevrez que très souvent, des clients sont tombés amoureux de prostituées, et quelquefois des gens très riches, des prostituées tout à fait évidemment modestes, et pas seulement la prostituée qui tombe amoureuse par intérêt, c'est pas de ça que je parle de clients qui sont sincèrement amoureux de prostituées. Donc c'est le même phénomène avec un décalage, si vous voulez, dans l'histoire, je crois. Alors, passons de la prostitution à l'homosexualité. Dans L'amour pour Marie Salah, Les amants féminins, contrairement à des livres publiés au début du XXe siècle, je pense à Liane de Pougy, je pense aux amants féminins d'Adrienne de Saint-Agen. Dans L'amour pour Marie Salah, les amants féminins ne sont pas punis, au contraire de certains livres de la Belle Époque, où le sentiment de culpabilité est très présent. Alors, face à certains malentendus entre les sexes, l'homosexualité peut-elle être envisagée comme une solution heureuse dans une société qui l'accepte désormais ? N'est-ce pas, au contraire, se regarder un peu dans le miroir et refuser la rencontre avec le véritable autre, c'est-à-dire l'autre sexe ? Voilà. Donc, ma question est peut-être aussi sur l'homosexualité masculine. On dit souvent que l'homosexualité masculine suppose un rapport plus brutal au sexe, une interaction qui amplifie une interaction plus brutale. Alors j'aimerais connaître votre point de vue sur l'homosexualité. L'homosexualité masculine est une sexualité triomphante, du fait de la physiologie masculine. Quand un homme a du désir, ça se voit. Une femme, c'est beaucoup plus secret. Donc il y a une espèce d'attaque dans la sexualité masculine, qu'elle soit homosexuelle ou pas homosexuelle. Mais pour en revenir à l'amour de Marie Salah, c'est pas du tout par peur de l'homme ou parce qu'elles ont besoin d'un miroir qu'elles se retrouvent entre elles. Ce sont 2 femmes très simples, une est ouvrière, l'autre est couturière dans un petit village avant la guerre de 14. Elles tombent amoureuses l'une de l'autre. Leur truc pour s'échapper un peu, l'une est mariée et l'autre pas, c'est d'aller faire un pèlerinage à Lourdes. Alors que vous voyez, c'est pas... pour moi, c'est une histoire d'amour, c'est pas une histoire érotique. Le sexe a sa place, si vous voulez, mais il est quand même, pour ces 2 femmes, très secondaire. Je pense notamment aux gender studies et à la remise en question, aux réflexions actuelles sur la notion même de genre masculin et féminin.
Est-ce qu'on n'assiste pas actuellement à une révolution intime, à un décloisonnement des identités masculines et féminines? Qu'en pensez-vous? Moi, je peux juste dire que je suis plus compétent pour parler, peut-être, j'espère, de littérature que pour répondre à cette question, parce que je crois que je ne suis pas sexologue du tout. Bon. Voilà, alors, bon, évidemment, les choses évoluent, les choses changent, comme elles ont toujours évolué et changé. Bon, je crois qu'aujourd'hui, tous les cas de figure sont possibles, enfin, tous les cas de figure, non, mais enfin, bon, en tout cas, il n'y a plus un modèle unique. Et il faut s'en réjouir. Je crois qu'on encourage en tout cas la curiosité, etc., que c'est une bonne chose. Moi, je crois qu'on ose davantage en tout cas avoir la sexualité que l'on a réellement envie d'avoir, parce qu'en effet, la pression est moins forte autour, et c'est ça, c'est tant mieux. Alors bien sûr, j'ai entendu des garçons dire mais enfin oui, mais maintenant si on met pas des crèmes et si on s'épile pas, etc., et qu'on se fait pas le maillot, on n'a plus de copines parce qu'elles trouvent qu'on est des machos dégueulasses. Bon, sans doute. Bon, mais enfin oui, peut-être la solide. Bon. Voilà, mais je suis pas quand même très compétent. Rien d'un côté, pas compétent de l'autre. Donc je vous donne la parole. Il reste encore quelques minutes pour quelques questions avant la séance de dédicace qui commence à 19h30. Et le pot convivial. La limite entre érotisme et pornographie. Ah oui, Question très classique, Oui, mais ça, vous savez, traditionnelle. ce que je disais tout Bah à oui, l'heure, mais- ce qui est érotique pour quelqu'un sera pornographique pour quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de limite. En érotisme, tout est sain, tout est normal. La pornographie, c'est quelque chose qui veut forcer